Salam alaikum, bonjour tout le monde. Cette séance, on va étudier les organites de la cellule après avoir étudié la membrane cellulaire. Donc on va se concentrer maintenant sur les organites de la cellule. À part les organites, nous avons le liquide intracellulaire qui est le cytosol. On a déjà donné la différence entre cytosol et cytoplasme. On a dit que le cytoplasme, généralement, c'est le cytosol plus les organites. Donc, c'est un liquide qui est visqueux, donc transparent. Il contient de l'H2O, des ions et de nombreux types de molécules organiques telles que les enzymes. Donc, et c'est un milieu dans lequel se produisent des nombreuses réactions chimiques nécessaires à la vie cellulaire. Concernant le noyau, comme on a déjà vu, le noyau est composé premièrement d'une membrane nucléaire, voilà, la membrane nucléaire. Donc cette membrane nucléaire elle a la même structure que la membrane plasmique. Ça veut dire que c'est une membrane constituée d'une double couche phospholipidique. Et donc cette membrane elle est riche en pores. Ces pores ils sont 10 fois plus grands que les pores de la membrane cellulaire, pour donner passage aux grosses molécules comme la molécule d'ARN. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chromatine. Donc la chromatine c'est quoi? La chromatine c'est la forme relâchée des chromosomes. C'est la forme relâchée des chromosomes. Donc on va voir après la division cellulaire. Pendant le cycle cellulaire, généralement nous avons deux états des chromosomes. Nous avons les chromosomes sous forme de chromatine, ça veut dire relâchés, et puis nous avons les chromosomes condensés. Pour le nucléole, le nucléole généralement est constitué d'un assemblage d'ADN et d'ARN et de protéines associées, mais non délimité par une membrane. Donc le nucléole ne présente pas de membrane. Ça c'est la différence entre le nucléole et le noyau. Donc le noyau, bien sûr, c'est le responsable du transfert de l'information génétique. Deuxièmement, nous avons les ribosomes. Les ribosomes, ce sont des organites responsables de la synthèse des protéines. On va voir bien sûr le rôle des ribosomes pour la synthèse des protéines. Donc ces ribosomes, ils sont généralement synthétisés au niveau du nucléole. Le nucléole qui se trouve au niveau du noyau, c'est à ce niveau-là que généralement ces ribosomes sont synthétisés. Ces ribosomes ils sont constitués essentiellement par un ARN qui est porteur d'ARN R, l'ARN ribosomal. Généralement, les unités de ribosomes sont constituées d'ARN ribosomal plus des protéines. Pour le ribosome, la structure, généralement, elle est composée de deux sous-unités, une grosse sous-unité et une petite sous-unité. L'organite suivant, c'est le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, nous avons deux types. Nous avons le rugueux ou bien le granuleux et nous avons le lisse. Le rugueux, il est riche en ribosomes, sa surface est riche en ribosomes, alors que le réticulum endoplasmique lisse ne présente pas de ribosomes. Sur le plan structure, il est constitué de ce qu'on appelle des sacs membraneux. Ces sacs membraneux constituent ce qu'on appelle des citernes. Et le rôle du réticulum endoplasmique rugueux, puisque il présente au niveau de sa surface des ribosomes, il va avoir un rôle dans la synthèse des protéines. Et pour le réticulum endoplasmique lisse, il va intervenir dans la synthèse des acides gras, des phospholipides, des stéroïdes. Généralement, les protéines synthétisées au niveau du ribosome, ils vont être envoyées après vers l'appareil de Golgi
via des vésicules de transport. Donc voilà l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est constitué généralement de 4 à 8 sacs membraneux. Ces sacs membraneux constituent des citernes. Au niveau des extrémités des citernes, nous avons des vésicules qu'on les appelle des vésicules de Golgi. Donc voilà donc les vésicules de Golgi. Et donc ces vésicules, lorsque ils sont prêtes, ils se détachent des citernes et ils vont devenir des vésicules de sécrétion. Donc des vésicules de sécrétion qui vont, par exemple, s'ils contiennent des protéines de la membrane, donc ils vont se diriger vers la membrane plasmique. Donc généralement, l'appareil de Golgi intervient dans la sélection, l'emballage, le triage et la distribution des protéines. Regardez bien ce schéma, donc toutes les protéines à exporter de la cellule suivent le même trajet. Donc les ribosomes, bien sûr, donc nous avons le réticulum endoplasmique rugueux, assure le transport des protéines synthétisées via des vésicules de transport vers l'appareil de Golgi. Et l'appareil de Golgi, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait le triage, l'emballage et la distribution via des vésicules de sécrétion. Donc, bien sûr, si ces produits vont être utilisés dans le milieu extracellulaire, donc on va avoir, bien sûr, l'expulsion par exocytose. Sinon, donc, on peut avoir, bien sûr, des produits qui vont être utilisés au niveau de la membrane plasmique ou bien au niveau de la cellule. Nous avons les lysosomes. Donc les lysosomes, ce sont des organites osseux avec membrane, donc qui présentent une membrane. Et qu'est-ce qu'ils contiennent, les lysosomes? Ils contiennent les enzymes digestives. Ils contiennent à peu près 40 enzymes digestives, 40 enzymes digestives qui sont fortes et responsables bien sûr de la dégradation des particules, que ce soit des déchets intracellulaires, que ce soit des ligands ou autre chose. Concernant les mitochondries généralement ce sont les centres énergétiques de la cellule. On trouve bien sûr plusieurs mitochondries au niveau de la cellule selon l'activité de la cellule. Donc de quoi il est constitué donc cet organite? Généralement les mitochondries présentent deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. Et la membrane interne, donc, il présente ce qu'on appelle des crêtes. Et ces crêtes forment, donc, à l'intérieur de ces crêtes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle la matrice. C'est au niveau de la matrice où se déroule généralement la respiration cellulaire. Concernant le cytosquelette, donc, le cytosquelette, généralement, c'est celui qui est responsable du maintien de la forme de la cellule. C'est un réseau de microfilaments, de microtubules et de filaments intermédiaires. Donc ce cytosquelette généralement donc, assure le transport de quelques substances donc, au niveau de la cellule, au niveau du milieu intracellulaire. Pour les microtubules, on va voir leur rôle par exemple lors de la division cellulaire. Ils vont bien sûr assurer un rôle important lors de la division cellulaire. Donc on va voir ça dans le chapitre qui va suivre. Et puis ce cytosquelette qui est composé de ces éléments, donc c'est lui qui est responsable du maintien de la forme de la cellule. Concernant les flagelles et les scies, donc nous avons au niveau de l'organisme plusieurs cellules qui présentent des scies, donc on les appelle des cellules ciliées, donc généralement les scies responsables par exemple du transport de particules par action ciliaire. Donc pour les flagelles, donc le seul exemple que nous avons au niveau du corps humain, c'est les spermatozoïdes. Concernant le centrosome et les centrioles, généralement la cellule donc, présente un centrosome, le voilà, donc le centrosome à l'intérieur présente généralement deux centrioles, donc comme vous pouvez le voir, donc disposés généralement comme ça, angle droit. Donc les centrosomes et les centrioles, on va voir leur rôle dans la division cellulaire
et la formation de ce qu'on appelle le fuseau métotique, donc par les trois types de microtubules qu'on va voir après. Maintenant, on va voir l'action génétique de la cellule. Dans ce petit chapitre, on va voir la production et la synthèse des protéines au niveau de la cellule et les deux grandes étapes de la synthèse des protéines, à savoir la transcription et la traduction. Tout d'abord, on va voir la transcription. Donc la transcription, c'est quoi? C'est le fait de copier l'information génétique contenue dans un brin d'ADN sur un brin d'ARN. Cette opération est intranucléaire, ça veut dire se déroule à l'intérieur du noyau, est guidée par l'ARN polymérase, qui est une enzyme, donc qui va catalyser cette transcription. Généralement, l'opération se fait donc toujours de 5' du carbone 5' vers le carbone 3'. C'est la même chose toujours, donc même la réplication de l'ADN, toujours, donc ça c'est le sens de transcription et ça c'est le sens de la réplication de l'ADN, donc c'est toujours de 5' vers 3'. Donc cette opération de transcription va concerner un seul brin, donc ce qu'on appelle le brin matrice ou bien le brin transcrit, alors que l'autre brin, c'est généralement le brin non copié ou bien le brin non transcrit. La transcription se fait toujours selon la loi de la complémentarité entre les nucléotides. C, donc G, C, T, A et A, U. Donc pourquoi? Parce que généralement au niveau de l'ARN, nous avons de l'uracile au lieu de la thymine. Donc après avoir terminé cette opération de transcription, on va avoir donc un brin d'ARN prémessager, on va l'appeler brin donc ARN prémessager. Il va devenir ARN messager après avoir passé par ce qu'on appelle l'épissage de l'ARN. Donc c'est quoi l'épissage? Généralement au niveau de l'ADN. Au niveau de l'ADN, qu'est-ce que nous avons pour un gène donné? Donc nous avons des parties codantes et des parties non codantes. Les parties codantes d'un gène, on les appelle les exons, et les parties non codantes, on les appelle les introns. Alors cette opération d'épissage consiste à éliminer les introns. On va éliminer les introns, on va conserver seulement les exons, ce qu'on appelle donc l'épissage. Et on obtient, après l'épissage, un brin d'ARN mature et prêt pour l'opération suivante qui est la traduction. Généralement, l'épissage peut se faire par plusieurs versions. Donc, on peut avoir un ordre différent des exons et comme ça, on va avoir donc plusieurs protéines, des protéines différentes après la traduction. La traduction, généralement, c'est le fait de traduire un langage de nucléotides sur l'ARN messager, donc un langage de nucléotides. Un deuxième langage qui est un langage d'acides aminés, ça veut dire protéines. Premièrement, nous avons l'ARN de transport, l'ARN T. Donc l'ARN de transport, généralement, cet ARN présente deux extrémités. L'extrémité supérieure, généralement, est liée à un acide aminé, okay? Donc lors de la traduction, bien sûr, et l'extrémité inférieure, où nous avons l'anticodon. Donc l'anticodon qui va chercher un codon, bien sûr, correspondant au niveau du brin de l'ARN messager. Donc on va essayer de suivre quelques étapes de cette traduction. Donc la petite sous-unité ribosomale cherche ce qu'on appelle un codon d'initiation
se fixe au niveau du codon d'initiation. Et puis, donc, la grosse sous-unité vient joindre la petite sous-unité donc, pour devenir un ribosome complet. Et puis, donc, on va voir l'ARN de transport avec, comme on a déjà dit, une extrémité où il y a l'acide aminé et la deuxième extrémité où nous avons l'anticodon. Donc, l'anticodon va chercher le codon initial au niveau, bien sûr, du brin d'ARN messager. Et puis, le ribosome va se déplacer de 3 nucléotides et ainsi de suite. Donc, le deuxième ARN de transport va chercher, bien sûr, selon l'anticodon, le codon, bien sûr, correspondant. Puis, on va voir la formation d'une liaison peptidique entre le premier et le deuxième acide aminé. Une fois la liaison est faite entre ces deux acides aminés, donc l'ARN de transport, le premier ARN de transport peut se libérer donc, et aller chercher bien sûr un autre acide aminé. Donc ce qu'on voit ici, donc cet ARN de transport va bien sûr chercher un autre acide aminé et un troisième, bien sûr, un troisième ARN de transport va chercher le codon, bien sûr, qui correspond à l'anticodon. Et puis, l'établissement des liaisons peptidiques. Donc, le responsable de ces liaisons peptidiques, c'est généralement la grosse sous-unité ribosomale. Et ainsi de suite. Donc, une fois la liaison est faite, la liaison peptidique est faite entre deux acides aminés, donc l'ARN de transport peut se détacher, bien sûr, aller chercher un autre acide aminé, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, nous avons une chaîne d'acides aminés donc, liés par des liaisons peptidiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a traduit le langage de nucléotides en langage d'acides aminés. Et un langage d'acides aminés, c'est quoi? C'est une protéine, bien sûr, c'est une protéine qui va être libérée ici après la fin de cette opération de traduction. Seul brin d'ARN-M, on peut avoir plusieurs ribosomes qui travaillent en même temps. Donc, comme ça, on va avoir la production, la synthèse de la même protéine, donc plusieurs fois en même temps. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.